Ok, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais aujourd'hui prendre un petit peu de temps pour analyser une action qui s'appelle Duolingo, une action que j'aime bien, qui est leader dans le e-learning, en particulier sur l'apprentissage des langues étrangères. Et la raison pour laquelle je voulais en discuter un petit peu avec vous et vous donner un petit peu de feedback sur cette boîte, c'est tout simplement parce que le cours de l'action a chuté de façon radicale au cours des derniers jours et des derniers mois d'ailleurs. Je pense qu'on est sur l'ordre d'une perte de à peu près 60%, comme vous pouvez le voir sur ce graphe-là. 40% sur un mois et environ 20% le jour où elle a annoncé ses résultats. Donc, mon objectif dans cette vidéo, c'est de faire en sorte qu'à la fin de cette vidéo, vous ayez plusieurs éléments tangibles, concrets, qui vous permettent de comprendre si le business model de la boîte a changé et si effectivement cette nouvelle valeur qui est pricée par le marché est correcte, ou si au contraire, il y a peut-être une opportunité d'investissement si vous êtes un investisseur à long terme et si vous croyez évidemment à la thèse d'investissement de Duolingo. Donc sans plus attendre, je vous propose de regarder rapidement les chiffres du trimestre Q3 2025. Donc le revenu, il est de l'ordre de 270 millions. Donc il est ici, j'ai fait un screenshot de leur communiqué officiel. Donc à comparer à 192 millions il y a un an, donc c'est une belle augmentation d'un peu plus de 40%. La guidance, elle était entre 257 et 261 millions, donc elle a été battue. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même très positif. Le nombre d'utilisateurs mensuels, ce qu'on appelle le MAU, il est de 135 millions. Donc c'est à comparer à 113 millions il y a un an, donc ça fait 20% d'augmentation. Là encore, belle performance. Et le nombre d'abonnés payants, puisque c'est effectivement une formule freemium, donc il y a la formule gratuite. Et pour ceux qui veulent ne pas avoir la pub, par exemple, vous pouvez effectivement payer une souscription mensuelle. Le nombre de personnes qui payent, c'est 11,5 millions, à comparer avec 8,6 il y a un an, pardon. Donc ça fait quand même 34% d'augmentation. Donc c'est quand même des très beaux chiffres. L'EBITDA ajusté, il est de 80 millions, plus 68%. Et le bénéfice net, alors là, il y a eu un petit report, donc il n'est pas à prendre en valeur absolue, mais plutôt en valeur relative, il est de 292 millions. Donc pour mettre ça un petit peu en perspective, je voulais ici vous proposer quelques graphes, avec ici la croissance du revenu sur les années 2019 jusqu'à 2025. Donc on peut voir qu'en fait la croissance en millions, elle est elle est régulière, elle est constante. Donc c'est vraiment une boîte qui a réussi à générer de plus en plus de cash trimestre après trimestre. Si on se concentre maintenant sur le nombre de subscribers, donc le nombre de clients qui payent tous les mois, là c'est pareil, on a globalement une tendance à la hausse. Par contre, c'est vrai que sur les derniers mois, ça s'est un petit peu stabilisé, on va dire. L'augmentation n'est pas aussi radicale qu'elle l'a été, mais ça reste quand même une belle performance, je pense, sur les 2 dernières années. En termes de gross margin, on est à 70%. Donc là encore, c'est pareil, c'est plutôt élevé, même si je pense que de mémoire, la net margin, donc la marge nette, elle est de l'ordre de 16%. Mais globalement, on a quand même des chiffres qui sont plutôt encourageants. On a un business qui continue à croître. On a un nombre d'abonnés payants qui continue d'augmenter. Et on a effectivement une boîte, en l'occurrence Duolingo, qui est un SaaS, qui dégage une rentabilité, on va dire, qui est solide. Par contre, ce qui est vrai, c'est que le marché s'est focalisé sur un point spécifique du discours du CEO. Et c'est ce que je vous propose de regarder maintenant. Donc ça, c'est le pivot stratégique. Donc là, j'ai mis un screenshot, une capture d'écran en fait, du discours du CEO. Donc la première phrase, c'est la suivante. One of our 5 operating principles is take the long view. The opportunity ahead of us is to teach billions of people, and while we've made incredible progress, we know we're early in our journey. Donc là, le CEO, il est en train d'expliquer que leur objectif, c'est vraiment de construire un projet à long terme. Et ils veulent faire ça à travers 3 leviers. Donc il les a mis ici, je les ai soulignés en bleu. Monetization, user growth, and teaching better across all our subjects. Donc c'est la monétisation, la croissance du nombre d'utilisateurs et le fait d'enseigner le mieux possible sur plus de sujets, donc améliorer l'expérience utilisateur et puis sans doute ajouter des nouvelles matières sur lesquelles ils peuvent enseigner. Donc, en termes de points à retenir, d'abord, il y a un focus qui est moins important sur la monétisation immédiate. Donc, comme le CEO l'a dit ici, ils veulent se concentrer sur ce qu'ils appellent the long view, donc c'est sur leur projet, sur leur croissance à moyen et long terme. Et donc, ça signifie notamment plus d'investissement dans l'expérience utilisateur et dans la croissance du nombre d'utilisateurs. Et l'objectif, en fait, il est très simple, c'est de renforcer les fondations de la boîte pour pouvoir avoir une croissance durable sur du long terme, au prix potentiellement de sacrifices sur la croissance à court terme. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les investisseurs ont réagi de façon négative. Et comme je l'ai dit précédemment, je pense que le jour de l'annonce, le prix a perdu quasiment 20%. Et en fait, la raison, elle est très simple, c'est que c'est typiquement le genre d'annonce que le marché déteste. Le marché, il a envie de profits rapides, de profits qui se matérialisent rapidement. Et quand on lui dit qu'il y aura moins de profits tout de suite pour potentiellement plus d'upside plus tard,
il y a ce qu'on appelle en anglais delay gratification. Donc en fait, c'est le fait d'attendre pour avoir un rendement plus tard, et donc c'est quelque chose qui est plutôt négatif dans la perception court terme du marché. Par contre, si on prend un peu de recul, on voit qu'il y a une stratégie qui a été décrite par le management, qui est en fait une stratégie qui vise à solidifier la marque sur du long terme. Donc c'est quelque chose qui est quand même raisonnable et qui se défend. Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'a fait Amazon pendant de nombreuses années avant de devenir le mastodonte qu'ils sont devenus. Un autre élément que je voulais mentionner, en fait, c'est le capital humain, qui est extrêmement important, puisque les investissements que veut faire Duolingo vont passer aussi par l'embauche de capital humain, en particulier des ingénieurs, des designers, des data scientists, donc des gens qui vont permettre d'améliorer l'expérience utilisateur, qui vont prendre la data pour mettre en place des IA, etc. Il y a également le coût d'acquisition des nouveaux utilisateurs. Jusqu'à présent, Duolingo a réussi à se développer de façon, on va dire, organique, ce qui est franchement énorme. Par contre, maintenant, ils vont être plus agressifs sur le fait de capturer des nouvelles parts de marché et donc capturer des nouveaux clients en utilisant notamment la publicité, par exemple sur Facebook, enfin Meta, sur Twitter, sur Reddit, etc. Et un troisième pilier essentiel, c'est la R&D, c'est l'IA et la gamification, c'est toutes ces technologies, tous ces leviers de croissance qui vont permettre à Duolingo d'asseoir leur position sur du moyen et du long terme. D'ailleurs, petit aparté, le rôle de l'IA qui est vraiment important dans Duolingo et qui l'est d'ailleurs de plus en plus. D'abord, il y a le plan Duolingo Max qui représente déjà 9% des abonnés payants, ce qui est pas mal, avec une croissance des bookings de plus de 30% d'une année à l'autre. Donc ça, c'est quand même très positif. Il y a des fonctionnalités qui sont assez intéressantes. Il y a notamment la première, c'est Explain My Answer. Donc c'est un feedback qui est complètement personnalisé. C'est un feedback qui est propre à chaque utilisateur. Il y a le roleplay, donc ça c'est la conversation avec un chatbot, ce qui est intéressant aussi parce que ça permet de mettre en application ce que l'étudiant a appris. Et il y a un vidéo call avec Lily, donc c'est une avatar IA pour pratiquer, on va dire, directement les langues étrangères que les utilisateurs apprennent. Et ça, c'est intéressant parce que beaucoup de personnes ont un blocage mental. Et donc, le fait d'utiliser une IA, ça va leur permettre d'aller de l'avant et puis de pouvoir enfin pratiquer de façon un peu plus naturelle sans avoir peur d'être jugé, quoi. Et du coup, ça signifie que l'IA, pour Duolingo, c'est pas simplement du marketing. C'est une vraie proposition de valeur, c'est un vrai facteur différenciant. Ça va leur permettre notamment d'améliorer l'efficacité de l'apprentissage. Ça va leur permettre de rendre l'expérience beaucoup plus addictive. D'ailleurs, ça peut être une bonne ou une mauvaise chose, mais en tout cas, du point de vue de Duolingo, c'est plutôt une bonne chose. Et ça leur permettra aussi de justifier un abonnement qui sera certainement plus cher, puisque du point de vue final, finalement, les utilisateurs qui vont apprécier l'application vont l'utiliser beaucoup plus longtemps, et donc ils auront une lifetime value qui sera beaucoup plus intéressante pour Duolingo. Maintenant, en termes de valorisation et d'opportunité, je voulais vous présenter rapidement quelques ratios financiers pour pouvoir estimer, pour pouvoir un petit peu voir comment le marché a pricé Duolingo. Donc d'abord le price earning ratio, donc combien les investisseurs sont prêts à payer pour $1 de profit. Donc on voit ici qu'en un an, on est passé d'une valeur qui était ici de quasiment 180 ou au moins 160 à environ 25 en novembre 2025. Donc ça signifie que le prix de l'action, évidemment, il a continué à évoluer, mais les earnings per share, eux, ont régulièrement augmenté. Et donc, la valorisation est devenue aujourd'hui beaucoup plus pragmatique, elle est beaucoup plus raisonnable. Ce qui signifie qu'il y a, comparé à il y a un an, où on était dans une phase de croissance un peu folle, avec une phase un petit peu euphorique, aujourd'hui, le marché a une valorisation qui est beaucoup plus rationnelle, je dirais. D'ailleurs, on parlait ici du forward, du price earning, du trailing price earning, mais on peut aussi regarder le forward price earning, donc celui qui est anticipé sur les 12 prochains mois. Et là, c'est pareil, en fait. On était sur des valeurs, il y a un an, qui étaient de l'ordre de 170, 160. Et aujourd'hui, on est sur quasiment... on était à 100, 117, 144. Et aujourd'hui, on est à 47. Donc, on est, une fois de plus, on a un marché, enfin des analystes qui prévoient une baisse temporaire des bénéfices, ou en tout cas une stabilisation. Et ça a du sens, puisqu'ils ont évoqué le réinvestissement massif dans la R&D, dans l'intelligence artificielle, et potentiellement une stratégie d'expansion géographique. Donc ça signifie que le management, une fois de plus, privilégie une croissance à moyen terme, et la pénalité de ça, en fait, c'est de sacrifier un petit peu de marge ou de profit sur du court terme. Et pour autant, c'est pas un signal qui est négatif, même si c'est quelque chose on va dire que le marché a un petit peu sanctionné, mais ça remet la boîte, on va dire, en mode investissement. Et ça, c'est quand même quelque chose qui, si vous êtes un investisseur de moyen long terme, c'est quelque chose qui est plutôt positif. Et d'un point de vue purement factuel, ça signifie quoi ? Ça signifie que le marché a surpayé la croissance en 2024 et même début 2025,
Par contre, depuis ce changement stratégique qui a été annoncé par le CEO il y a de cela un peu plus d'une semaine, les investisseurs ont repricé le risque associé à cette boîte et donc il y a eu une chute de la capitalisation. Par contre, si vous êtes un investisseur de moyen ou long terme et que vous pensez que la thèse d'investissement peut se matérialiser, ça commence à devenir un point d'entrée qui est, je pense, assez intéressant. Ensuite, un autre ratio que je voulais vous montrer, c'est le price to sales ratio. Donc, c'est en gros combien les investisseurs sont prêts à payer pour $1 de chiffre d'affaires. Et ce qui est intéressant dans ce ratio, en fait, c'est qu'il va ignorer les gains un petit peu ponctuels qui sont liés à des pièges comptables quand il y a notamment de la valorisation qui est reportée d'une année à l'autre. Et il montre un petit peu la croissance réelle. Donc, ce qu'on peut voir, en fait, c'est que le price to sales ratio a diminué également. Donc, on était à des valeurs supérieures à 20 et aujourd'hui, on est aux alentours des 10. Donc là encore, le marché a revu ses attentes entre guillemets un petit peu à la baisse et price la valeur Duolingo de façon beaucoup plus raisonnée. Ensuite, je vous ai mis ici le FCF, donc le free cash flow. Je vous ai mis ici le margin, donc la marge, et le free cash flow per share, donc par action. Donc si on regarde la marge, on voit que le free cash flow, il oscille, on va dire, entre 20 et 40-45%. Mais il est actuellement de 29%, donc ça c'est des valeurs, c'est des niveaux qui sont quand même très solides. Donc en gros, ça c'est quoi? C'est la part du chiffre d'affaires qui se transforme réellement en cash disponible, donc en free cash flow, qui peut être utilisé pour payer des dividendes, qui peut être utilisé pour racheter des actions, qui peut être utilisé pour rembourser de la dette ou pour faire des investissements par exemple. Et d'ailleurs, si vous regardez le free cash flow par action, vous pouvez voir également qu'il a augmenté de façon régulière. Même s'il y a une petite tendance à la baisse, sur les 3 derniers trimestres, on a quand même globalement une tendance à la hausse. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on a un business model qui est d'ailleurs de type SaaS, qui est fort, qui est robuste. L'entreprise est capable de convertir, on va dire, une partie significative de ses revenus en cash, sans pour autant dépendre, on va dire, de ce que j'appelle ici des investissements physiques, c'est-à-dire avoir un entrepôt, avoir des produits physiques, etc. Puisque son principal capital, c'est quoi? C'est du capital humain, c'est de la propriété intellectuelle et c'est, on va dire, de la technologie, que ce soit de la data, que ce soit des serveurs, que ce soit des modèles de machine learning, etc., quoi. Donc, de façon vraiment concrète, moi je pense que Duolingo aujourd'hui, c'est vraiment une boîte qui peut s'apparenter à ce qu'on appelle en anglais une cash cow ou une cash machine. Ensuite, un autre indicateur intéressant, c'est EV sur EBITDA, donc c'est Enterprise Value. Donc, petit aparté pour ceux qui ne l'ont pas en tête, le Enterprise Value, concrètement, c'est la market cap, donc c'est le nombre d'actions multiplié par le prix de l'action, ajusté de la dette et du cash disponible. Voilà, donc c'est un peu plus, ça vous donne une vision un petit peu plus réaliste de ce que vous devriez payer si vous deviez racheter l'intégralité de la boîte. Puisqu'effectivement, s'il y a de la dette, vous prenez aussi la dette dans votre portefeuille, et s'il y a du cash, c'est du cash que vous avez en moins à payer si jamais vous vouliez racheter l'intégralité de la boîte. Et donc là encore, on voit qu'il y a un an, les ratios étaient très très élevés, supérieurs à 400, et aujourd'hui on est sur une tendance qui s'est stabilisée pendant à peu près un an et qui a baissé sur les 6 derniers mois avec un niveau qui est aux alentours de 60 aujourd'hui. Donc une fois de plus, on a des pricing qui sont beaucoup plus matures, beaucoup plus réfléchis, et je pense que ça donne vraiment lieu à des points d'entrée qui sont plus attractifs. Si vous êtes un investisseur qui pensez que la stratégie d'investissement, on va dire, de Duolingo peut se matérialiser sur les 6 mois, 1 an, 2 ans qui viennent. Ensuite, parlons un petit peu du moat, parce que ça c'est quelque chose qu'on oublie souvent en se concentrant sur les facteurs financiers, mais il y a aussi le moat, c'est-à-dire quels sont les avantages compétitifs qui différencient Duolingo d'autres apps et qui font que Duolingo n'est pas facilement réplicable ou copiable. Alors, il y a plusieurs points que je voulais mentionner. D'abord, il y a l'effet réseau, c'est-à-dire la base d'utilisateurs massive. Comme on l'a vu, il y a 135 millions d'utilisateurs mensuels, ce qui est énorme, 50 millions qui l'utilisent tous les jours et 11 millions d'abonnés payants. Et plus la base d'utilisateurs est grande, plus l'expérience d'apprentissage est validée et plus la plateforme va attirer de nouveaux utilisateurs via le bouche à oreille. Et d'ailleurs, je l'ai mentionné un peu plus tôt dans cette présentation, la majeure partie de la croissance de Duolingo s'est faite de façon organique, ce qui est vraiment exceptionnel. Ensuite, la gamification et l'engagement. Le design, il est ludique, particulièrement ludique, peut-être même trop parfois, et il rend l'apprentissage addictif. Et ça, c'est un élément clé qui différencie Duolingo des autres apps, ou de cours, on va dire, un peu plus classiques, un petit peu plus traditionnels. Et donc, ça crée un engagement durable qui est difficile à copier pour des nouveaux compétiteurs. Un autre élément, c'est la donnée et l'IA. Donc, Duolingo a effectivement collecté des milliards d'interactions d'utilisateurs.
Elle peut maintenant utiliser ces données ou ces inputs pour améliorer son intelligence artificielle, pour personnaliser les parcours et améliorer l'efficacité de l'apprentissage. Donc ça permet de créer des fonctionnalités premium et ça renforce encore plus l'avantage concurrentiel qu'a Duolingo par rapport à d'autres intervenants dans le domaine du e-learning. Enfin, un autre élément, c'est la marque et la notoriété mondiale. C'est une des apps les plus téléchargées au monde. Et elle a une forte reconnaissance, elle a une forte, on va dire, IP ou propriété intellectuelle, je dirais, et ça facilite notamment la monétisation et l'expansion à l'international. Donc je dirais que Duolingo a un certain moat, en particulier sur l'expérience et on va dire sur la technologie, avec l'IA notamment, mais elle n'a pas un mot dur dans le sens où elle n'a pas un brevet ou une barrière physique qui serait insurmontable. Donc c'est un moat qui existe, mais il y a quand même un peu de nuance à apporter. Maintenant, par rapport aux risques et aux menaces, d'abord il y a la concurrence, il y a d'autres apps, que ce soit par exemple Rosetta Stone, Babel, etc. Et il y a des plateformes qui utilisent l'IA, donc ça à prendre en compte. On pourrait même imaginer dans une certaine mesure que ChatGPT potentiellement pourrait être un concurrent, même si j'ai du mal à penser que les gens ont envie d'utiliser ChatGPT pour apprendre à parler une langue. C'est possible évidemment, mais je pense que ce qui fait la différence avec une boîte comme Duolingo, c'est vraiment l'expérience utilisateur et toute la gamification et tout le process qu'ils ont mis en jeu pour faire en sorte que les gens restent le plus longtemps sur l'app. Ensuite, un autre risque potentiel, c'est la dépendance à l'IA et à la R&D. Duolingo mise beaucoup sur l'intelligence artificielle pour différencier son offre premium, mais je pense que c'est effectivement à double tranchant. Si ça marche, ça va être un facteur qui va décupler potentiellement la valeur de la boîte, mais potentiellement, il y a un coût additionnel. Si j'utilise des API, par exemple, avec des boîtes comme Anthropic, OpenAI, etc., le coût pour utiliser l'IA à l'échelle peut être quand même significatif. Donc, à voir. Ensuite, la monétisation versus la croissance. Bon, comme on l'a vu, effectivement, l'entreprise a fait un choix qui est stratégique. C'est celui de potentiellement sacrifier un petit peu de croissance sur du court terme pour réallouer ce capital humain, technologique, financier sur de la croissance à moyen et long terme. Par contre, le risque, évidemment, c'est que si cette croissance de revenus ne se matérialise pas, si elle est plus lente que prévu ou si les bénéfices sont moins prévisibles à court terme, effectivement, le marché pourra continuer à sanctionner Duolingo. Enfin, un autre élément, c'est la volatilité du marché tech et la valorisation, on va dire en général. Comme toutes les actions de type tech, growth, le cours est particulièrement sensible à l'aversion au risque, évidemment, et au changement dans le sentiment des investisseurs. Et il se pourrait, par exemple, qu'à un moment donné, il y ait une boîte tech majeure qui s'effondre et qui entraînerait avec elle d'autres boîtes tech, notamment Duolingo, par exemple. Donc, pour la conclusion, je voulais utiliser d'abord cette petite citation de Benjamin Graham. « In the short run, the market is a voting machine, but in the long run, it is a waiting machine. » Donc ça veut dire quoi ? Ça signifie que sur du court terme, le marché, c'est une machine à voter. Donc c'est une machine qui va décider ce qu'il faut acheter, ce qu'il faut vendre, ce qui est cool, ce qui est tendance, ce qui n'est pas tendance, etc. Par contre, sur du moyen ou sur du long terme, le marché devient une machine qui est plus rationnelle, qui va peser en fait les entreprises. C'est-à-dire, ça signifie que notamment des business qui sont plus matures, qui sont plus rentables, qui sont plus profitables, seront finalement mieux valorisés en dépit de quelques corrections sur du court terme. Et en fait, ça s'applique parfaitement au cas de figure de Duolingo. Parce que quand on regarde les points clés qu'on a vus, c'est quoi ? D'abord, on a des résultats qui sont particulièrement solides. On a 40% d'augmentation des revenus, on a une augmentation significative du nombre d'utilisateurs chaque mois, chaque jour. On a un nombre d'abonnés payants qui est en hausse. On a par contre une baisse de 20% du cours qui s'était expliquée principalement, je pense, par la réorientation stratégique du management qui a, on va dire, choisi de prioriser la croissance et l'engagement plutôt que la monétisation sur du très court terme. Et évidemment, ça c'est une nouvelle qui est plutôt frustrante, on va dire, pour le marché, et du coup le marché l'a sanctionné, quoi. Par contre, pourquoi c'est intéressant pour vous aujourd'hui, c'est que si la valorisation elle est plus raisonnable, avec notamment un price earning autour de 25, un forward price earning aux alentours des 47, et un price to sales ratio aux alentours de 10, ça signifie qu'on est sur des valeurs qui sont beaucoup plus raisonnables qu'elles ne l'étaient il y a encore 6 mois ou il y a 1 an. Et notamment, ce qu'il faut bien voir, c'est que le business model, fondamentalement, le business model de Duolingo, il n'a pas changé. Je dirais même qu'il s'est renforcé. Il est encore en train de se renforcer avec un investissement massif dans la technologie, dans l'IA et dans le recrutement, effectivement, d'un capital humain pour développer ces solutions. Donc, on a des niveaux qui sont beaucoup plus intéressants, avec potentiellement un upside qui peut se matérialiser dans l'avenir. Et donc, si Duolingo continue de croître, de 20-30% par an grâce à l'IA, grâce à une éducation premium, le prix actuel, il commence vraiment à devenir un point d'entrée pour un investisseur long terme.
Par contre, évidemment, il y a toujours un risque, comme dans tout investissement. J'avais évoqué effectivement les coûts de l'IA qui peuvent grimper de façon significative. Il y avait effectivement aussi la croissance des utilisateurs qui peut ralentir après un effet de rattrapage post-pandémie, c'est vrai. Et la monétisation peut prendre plus de temps que prévu. Donc, avec tous ces éléments-là, je pense qu'on a quand même plus de recul sur, je pense, la sanction qui était apportée par le marché, qui selon moi est un peu sévère. Et vraiment, je pense que cette citation de Benjamin Graham va se matérialiser. Et je pense que sur du moyen long terme, le management, il a une vision stratégique qui fait sens, qui est vraiment très rationnelle. Ils veulent réallouer leur capital, que ce soit le capital humain, financier, technologique, pour construire des fondations solides, pour continuer en fait à croître sur les 2-3 prochaines années. Et je pense, si j'avais un pari à faire, qu'effectivement le marché va corriger ça dans le moyen ou dans le court terme à venir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.